Bonjour, c'est Benoît. Aujourd'hui, on va parler de vêtements outdoor qui me passionnent. Un épisode très attendu. En cette période très particulière où j'ai vécu les confinements dans mon appartement parisien, je dois dire que les vêtements outdoor ont été un vrai exutoire pour moi. Ça m'a beaucoup aidé à traverser cette période-là. Quand je me sentais un peu à l'étroit, je dois dire que regarder des vidéos de sac à dos, d'où ma vidéo d'ailleurs, de vestes de pluie, de tests de chaussures ou même de vidéos de récits de randonnée, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a été un peu pour moi ma petite évasion. Ça m'a aidé à un tel point que c'est grâce aux vêtements outdoor que je pense pouvoir dire que j'ai pu me reconnecter à la nature, malgré tous les reproches qu'on peut faire à cette industrie, reproches qu'on verra un petit peu plus tard. Mais tu sais, même déjà avant cette crise, j'avais déjà cette vision du vêtement qui doit te permettre d'être dans le moment présent, d'en profiter pleinement. Le fait de pouvoir regarder un beau paysage sans avoir trop chaud, trop froid, sans être trop mouillé. Et d'ailleurs, à tel point que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, notamment je fais allusion à mon voyage en Mongolie. Donc dans cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à ces vêtements outdoor qui m'ont fait beaucoup de bien, et surtout, tu vas voir qu'ils m'ont beaucoup nourri pour créer les vêtements bonne gueule. Point important sur ma légitimité, je ne suis pas un randonneur de l'extrême, moi j'aime juste partir sur une journée, et par contre j'aime les beaux vêtements, j'aime quand ils sont bien faits, j'aime beaucoup les matières techniques, et j'aime creuser des sujets. Donc voilà, c'est mon avis à moi que tu vas avoir, mais pas celui de quelqu'un qui a fait l'Everest ou le Mont Blanc. Avant tout, pour bien que tu puisses comprendre mes choix, il faut savoir que je déteste les vêtements bariolés, avec des zips fluo, avec des couleurs complètement improbables, même si vraiment j'entends bien l'argument de visibilité, de sécurité dans la neige ou dans le brouillard, mais c'est tellement pas mon usage que moi vraiment ça marche pas. J'aime pas du tout quand t'as des zips orange, des zips rouges, c'est pas du tout mon truc. Et le problème, c'est que dès que tu veux trouver des vêtements outdoor dans des coloris relativement sobres, t'es de suite obligé d'aller dans des marques assez premium, ou dans des marques militaires, premium ou pas d'ailleurs. En tant que passionné de vêtements techwear, de marques japonaises de niche, je suis habitué à avoir des vêtements d'un certain budget. Et je veux pas que tu sois étonné de voir des vêtements assez coûteux dans cette vidéo, tout simplement parce que pour moi, il y a une dimension fonctionnelle du vêtement outdoor, mais une dimension aussi plaisir qui est vraiment hyper importante pour moi. Et ça me permet d'aborder la première question importante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre beaucoup d'argent dans des vêtements pour se protéger de la météo? Pour moi, la réponse c'est clairement non. Si tu me demandes si un haut technique de chez Decathlon est aussi efficace qu'un haut d'une marque premium, j'aurais tendance à répondre oui. Par exemple, sur Chartreuse Nature, une chaîne YouTube de randonnée que j'aime beaucoup, tenue par Nico, qui est un mec quand même qui fait vraiment beaucoup de randonnées, qui moi je considère comme une référence. Lui, tu vois, il porte des chaussures Soloniac de la ligne chasse de chez Decathlon. Il porte des vêtements de chez Revolution Race, une marque outdoor plutôt accessible en termes de prix. Et de manière générale, dans les forums bushcraft, alors attends, il faut d'abord que je t'explique ce que c'est que le bushcraft. C'est les gens qui aiment vivre dans la nature, qui aiment se faire des petits outils en bois, qui aiment se faire un beau réchaud en bois, qui aiment monter leur tente avec leurs petits réchauds à bois. C'est tous ces gens-là qui kiffent être dehors. C'est un peu différent des survivalistes parce que là, on n'est pas dans une situation de survie, c'est vraiment des gens qui aiment simplement être dans la nature et camper dehors. Donc je disais, de manière générale, dans les forums bushcraft, les gens ont plutôt tendance à recommander des pièces issues de surplus militaires, donc pas très chères, ou des marques de niche peu coûteuses. C'est pas dans ces formes-là qu'on te recommande du Arc'teryx Leaf. Alors Arc'teryx Leaf, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne militaire de la marque Arc'teryx qui coûte extrêmement cher. Mais bon, pour le coup, c'est vraiment beau gosse comme vêtement. Pour donner une idée, la veste phare de Arc'teryx Leaf, la veste Alpha Gen 2 en Gore-Tex, elle coûte 1000 balles. Qui est quand même un sacré budget. Derrière le mot outdoor, j'englobe autant les marques de randonnée, d'alpinisme, d'escalade, et aussi, point très important pour moi, les marques militaires, parce que s'il y a bien des gens qui sont confrontés à de très lourds enjeux de froid, de chaleur, d'imperméabilité, ce sont bien les militaires. Le premier point qui est différent, c'est l'intensité d'utilisation. Tu comprends bien qu'entre un civil qui va porter ses vêtements de ski 2 fois par an versus un militaire qui va porter ses vêtements plusieurs semaines dans une année, qui va être en contact avec des ronces, des branchages et qui doit être capable de sortir les sentiers battus, il y a quand même une différence d'utilisation qui n'est pas tout à fait la même. Donc c'est pour ça que chez les militaires, il y a un enjeu de résistance qui est bien plus élevé que chez les civils. Et ça m'amène à un premier point, c'est que du côté des militaires, on préfère des vêtements plus lourds mais aussi plus résistants. Et on est prêt pour ça sacrifier un peu de légèreté. Puis de toute façon, normalement c'est des sacrés gaillards. Et justement, quand je parle de résistance, il y a aussi la résistance à l'abrasion. Parce qu'un militaire va porter un sac très lourd, ou même un gilet tactique, un gilet pare-balles avec des bretelles en cordura, qui vont énormément frotter le vêtement, et ce pendant des heures et des heures, des jours et des jours, et des semaines et des semaines. Donc là aussi, plus que jamais, il faut des vêtements qui soient très résistants à l'abrasion. Et c'est pour ça qu'a été inventé la Combat Shirt, ce vêtement que tu as dû voir dans tous les films d'action, où tu as des manches dans un tissu très costaud, souvent c'est un mélange de nylon et de coton, et d'un tissu pour le corps qui est très stretch, très respirant, qui est beaucoup plus confortable à porter quand tu mets un gilet tactique par-dessus. Une problématique que les civils, nous ne connaissons pas.
Sauf si tu te promènes quand même tous les jours avec un gilet tactique, mais je pense pas que ce soit le cas. Chez les militaires, il faut aussi des vêtements qui gèrent très bien l'humidité, parce que ce sont des gens qui n'auront pas forcément l'occasion, comme toi et moi, de rentrer tranquillement chez eux le soir et de mettre leurs vêtements face à un radiateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de duvet, qu'il n'y a pas de plume chez les vêtements militaires, tout simplement parce que c'est un matériau qui perd très vite son efficacité quand il est humide. Mais ça, on va y revenir juste après. Enfin, sur du vêtement militaire, il y a aussi des problématiques de résistance face aux flammes. En effet, si tu te prends une grenade à côté de toi et que la chaleur de l'explosion fait fondre ta combat shirt sur ton bras, t'es vraiment mal. Donc c'est important d'avoir des tissus qui ont un comportement très particulier, très spécifique face à la chaleur. Une problématique que nous aussi en tant que civils, on n'est pas vraiment exposé par rapport à ça. Et côté imperméabilité, il y a aussi des différences entre les militaires et les civils, où l'imperméabilité chez les militaires est un tout petit peu moins importante. Alors tandis que chez les civils, si jamais un civil achète une veste et qu'il se retrouve un peu mouillé, il va dire que la veste ne marche pas, qu'elle est de mauvaise qualité. Donc les enjeux sont un tout petit peu différents, mais ça on va y revenir juste après. Et de manière générale, il y a un enjeu de confort qui est extrêmement important chez le militaire et qui va beaucoup jouer sur le moral du soldat. Comment veux-tu être motivé pour partir à l'assaut d'un sommet enneigé si tu n'as pas confiance en ta parka alors que ça fait des jours que tu n'as pas bien mangé, que tu n'as pas bien dormi? Donc c'est important que le militaire ait vraiment confiance en ses vêtements. Voilà la différence entre les marques civiles outdoor et les marques militaires. Mais par contre, ce qui est commun entre civils et militaires, c'est que tout repose sur un système de couches très élaboré. Alors pendant longtemps, j'étais resté sur le système de 3 couches de vêtements qui est très connu en randonnée. Donc la première couche qui évacue la transpiration, la deuxième couche qui te tient au chaud et la troisième couche qui te... Putain. Alors pendant très longtemps, j'étais resté sur le système de 3 couches de vêtements très connu en randonnée. Donc la première couche, c'est celle qui évacue la transpiration. La deuxième, c'est celle qui te tient au chaud. Et la troisième, c'est celle qui te protège du vent et de la pluie. Alors en fait, je m'aperçois que la réalité est plus complexe que ça et que ça se limite pas du tout à 3 couches. Et là, je vais te parler du PCU, le Protective Clothing Uniform, utilisé par l'armée américaine qui repose sur 7 couches. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que par rapport au système de 3 couches de vêtements, et dans le système de 7 couches, dans le PCU, la suprématie des membranes imperméables et respirantes a quand même pas mal vacillé, on va dire. On leur reproche une certaine fragilité et une respirabilité qui chute énormément si les pores de la membrane sont bouchés à cause justement de trop de transpiration. Donc tu vois, il y a un truc pas cool. Et certains estiment que quoi qu'on porte, au bout d'une journée complètement pluvieuse, on sera mouillé quoi qu'il arrive. Mais si l'eau mouille, l'eau sèche aussi. Du coup, la philosophie qui en découle après s'être rendu compte que l'eau, ça sèche, c'est d'avoir des vêtements qui laissent peut-être passer un peu plus la pluie, mais qui sont aussi beaucoup plus respirants, qui sèchent beaucoup plus vite. Et en gros, le PCU résumé en une seule phrase, c'est Cook Yourself Dry. Il se dit même que si tu tombes dans l'eau et que tu marches 1 heure après, normalement tu es censé être complètement sec, même s'il fait moins de 10 degrés par exemple. Alors ne te méprends pas, le Gore-Tex est toujours utilisé, mais il est vraiment réservé à des grosses journées très pluvieuses, très orageuses, et pas pour le petit crachin de passage. Du côté des marques civiles, c'est un peu différent. Comme je l'ai dit, on va considérer qu'une veste qui laisse un peu passer la pluie, c'est une veste défaillante et qu'il faut absolument que monsieur qui va 2 fois par an au ski reste le plus sec possible et le plus longtemps possible. Surtout dans un marché où Gore-Tex fait un marketing très intensif et qui influence beaucoup de monde, moi le premier. Et avec beaucoup de plaisir parce que comme tu le sais, moi je suis très fan des vestes en Gore-Tex de chez Acronym par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse sur la vision de l'imperméabilité dans le PCU. Et justement, en tant que créateur de vêtements, ce système PCU, il m'a beaucoup inspiré, même si on ne fait que des vêtements urbains. Et je vais t'expliquer comment il a nourri mes réflexions. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. Comme je l'ai dit, tu as 7 couches. Point important, c'est que ces 7 couches ne sont pas conçues à être portées les 7 en même temps. Le but, c'est pas que tu ressembles à un millefeuille humain. Donc la première couche de vêtements, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un base layer. C'est ce vêtement que tu portes à même la peau dont le but est d'évacuer la transpiration. Bon, chez nous, ce vêtement qui occupe ce rôle, c'est clairement nos t-shirts en laine mérinos. Donc, je vais pas te refaire les propriétés, tu les connais, thermorégulant, ça prend pas les odeurs, ça sèche vite, etc. Chez les militaires, c'est un petit peu différent car, comme je l'ai dit, le 100% laine mérinos ne serait pas suffisamment résistant pour supporter les frottements d'un gilet pare-balles. Donc, soit ils ont ce qu'on appelle du combat de wool, c'est 50% de laine mélangée avec 50% de cordura, donc c'est quand même assez synthétique. Soit ils ont autre chose, ils ont une maille en Polartec, donc c'est pas le Polartec, la polaire, hein, c'est un Polartec très fin qui évacue beaucoup la transpiration. Et dans les faits, ça ressemble beaucoup à n'importe quel t-shirt de sport technique que tu peux trouver chez Decathlon. Mais au moins, c'est très résistant à l'abrasion, beaucoup plus qu'une laine mérinos. La deuxième couche, c'est toujours un base layer, mais plus adapté quand il fait plus froid. Donc son rôle est toujours d'évacuer la transpiration tout en te tenant plus chaud. C'est là où le Polartec Power Grid a bien bouleversé le game. En fait, ça ressemble à une polaire très légère et très quadrillée qui laisse vraiment bien passer l'air et la transpiration.
Normalement, tu en trouves chez n'importe quelle marque militaire ou chez n'importe quelle marque de randonnée un peu sérieuse. Encore une fois, c'est vraiment une matière qui est parfaitement adaptée à l'effort physique quand il fait froid. Alors chez Bonne Gueule, ça équivaudrait à une surchemise ou à une chemise en denim un peu épaisse que tu peux porter par-dessus un t-shirt. Sauf que depuis peu, j'ai vu des marques comme Wild Things, excusez-moi, ou Vortex Leaf remplacer le Polartec Power Grid par quoi? Par du Polartec Power Stretch. Cette même matière que nous on a utilisé sur un bomber il y a quelques années. La différence c'est que c'est très stretch et c'est que c'est vraiment un bonheur à porter même à même la peau. Donc ce bomber en Polartec Power Stretch qu'on a sorti, chez nous ce fut un échec quand même assez cuisant. Et honnêtement moi j'en suis vraiment désolé parce que pour moi c'est une pièce que j'ai adoré porter. C'est l'une de mes pièces qui a le plus voyagé, que j'ai porté en Mongolie ou lors dans mes festivals, que je prends quasiment à chaque fois que je sors barouder dehors. C'est une matière qui est absolument fantastique, qui a un pouvoir d'évacuation de la transpiration qui est incroyable, un pouvoir de chaleur qui est juste génial. Et je ne suis pas du tout étonné que la marque Houdini, une marque outdoor civile, cette matière, elle en a fait un incontournable depuis 10 ans. C'est le Houdini Power qu'elle met beaucoup en avant. Bref, le Polartec Power Stretch, pour moi, je trouve vraiment que c'est la vie, quoi. On passe maintenant à la troisième couche, au troisième niveau. Alors moi, c'est un niveau qui m'a beaucoup intéressé, c'est un layer que j'aime beaucoup parce que tu vas voir, il y a eu pas mal d'innovations qui ont bien changé la manière d'aborder cette couche, justement. À la base, ce layer-là, c'est la bonne vieille polaire en Polartec qui tient vraiment bien chaud, limite un peu trop dès qu'on se met en mouvement. Et c'est là où ce type de pièce a beaucoup évolué parce que maintenant, on sait faire des isolants qui gèrent bien mieux le côté statique, mouvement, et qui gère beaucoup mieux la chaleur pendant un effort physique. En anglais, il y a même une expression pour ça, on appelle ça l'active insulation. Donc ce sont ces vêtements qui gèrent très bien l'effort physique dès que tu as un coup de chaud. Et pour autant, t'as pas froid dès que tu t'arrêtes de bouger. Parmi ce genre de technologie, tu as le fameux Polartec Alpha, donc on a parlé du Power Grid, du Power Stretch, et là c'est le Alpha, qui a été inventé exprès pour cet usage où les militaires avaient besoin de cette couche chaude mais très respirante. Et d'ailleurs qu'on a pas mal utilisé chez Bonne Gueule, et je suis très fier parce qu'on doit être l'une des très rares marques françaises urbaines, je pense sûrement la seule, à avoir utilisé du Polartec Alpha pour nos vêtements de ville. Je pense notamment à notre surchemise camo en tissu japonais. Et l'autre technologie qui est très utilisée et que j'aime beaucoup, c'est le ClimaShield. C'est un isolant qui gère extrêmement bien quand tu es en mouvement dans le froid. Et la pièce la plus emblématique qui utilise du ClimaShield, c'est une veste de chez Arc'teryx qui s'appelle la Atom LT pour Light, et qui est l'une de leurs vestes les plus emblématiques, les plus connues avec leur veste Alpha en Gore-Tex. Dans cette veste, ils utilisent une épaisseur de 67 grammes de ClimaShield Apex par mètre carré, c'est comme ça qu'on détermine l'épaisseur d'une pièce. Et c'est la deuxième épaisseur la plus légère chez ClimaShield dans la gamme Apex, et pour moi c'est le meilleur équilibre entre chaleur et respirabilité. Et c'est exactement la même épaisseur qu'on utilise dans la doublure amovible de notre veste en ventile. Donc voilà, ça permet de comprendre très concrètement comment l'outdoor a pu m'inspirer pour un de nos vêtements. Nos gilets sans manches, aussi en ClimaShield, pourraient totalement rentrer dans cet usage de ce niveau 3. Mais s'il y a une pièce chez nous qui se rapproche le plus de cet usage, c'est notre sweat en ClimaShield, c'est celui que je porte. Donc là, tu as un coton bio non traité, juste en dessous, tu as une petite épaisseur de ClimaShield. Et pour la petite anecdote, on a eu cette idée de pièce avec Julien, donc notre chef de collection, quand on était à l'ISPO, qui est un grand salon outdoor à Munich. Donc tu vois, la boucle est bouclée. Mais si tu tiens absolument à avoir ta bonne vieille polaire dans ce niveau 3, tu peux y aller, parce qu'en ce moment, j'ai jamais vu autant de polaires chez les marques, surtout chez les marques japonaises un petit peu pointues. Donc fais-toi plaisir. Donc après, tu as la couche numéro 4, donc le niveau 4, et pour rien te cacher, c'est une couche... J'ai mis beaucoup de temps à comprendre son intérêt parce qu'avant elle m'intéressait mais pas du tout. Donc le but de cette couche, c'est de te fournir une protection contre le vent qui est extrêmement légère, très respirante et très compacte, donc sans membrane. Donc si tu pars une journée avec un risque d'averse qui est très minime, mais où il risque très certainement d'avoir beaucoup de vent et que tu veux pas avoir une pièce trop lourde, c'est le genre de pièce qui est absolument indispensable pour toi. Alors ça, le coupe-vent, t'en as chez beaucoup de marques. Moi ce que j'aime bien, j'aime bien celui de chez Goruk, qui est très costaud et qui est bien compact. Mais Houdini en fait un que je trouve très cool aussi dans plein de coloris. Et chez Bonne Gueule, pour le coup, c'est une pièce où on n'a pas vraiment d'équivalent de ce niveau 4. Parce que déjà, je te trouve que c'est dur d'avoir un truc assez stylé pour un usage urbain, et que concrètement, en ville, t'as pas forcément besoin d'avoir un coupe-vent ultra léger, ultra compact, quoi. Et ensuite, il y a la 5e couche. Alors là, attention, c'est une pièce qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup intrigué, et c'est un peu la pièce clé du PCU. Le principe de base, il est extrêmement simple à comprendre. Cette couche numéro 5, c'est une veste, c'est le bon vieux outerwear. Donc son rôle, c'est de protéger du froid, de la pluie, tout en étant extrêmement respirante aussi, donc pas de membrane non plus, pas encore. C'est un peu le même usage que la couche numéro 4, mais en beaucoup plus robuste, on va dire. En gros, c'est vraiment la pièce outerwear très couteau suisse qui va se porter dans une multitude de conditions. Chez les vêtements militaires américains, c'est très particulier parce que souvent les vêtements du niveau 5
sont faits avec des tissus qui ont un traitement dit EPIC. Donc le traitement s'appelle vraiment comme ça. C'est une boîte américaine qui fait ça, qui s'appelle Nextech. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que ce tissu-là, justement, il est quasiment pas utilisé, voire pas du tout, chez les marques civiles. Alors comment ça marche? Tu vas voir, c'est assez simple à comprendre. Plutôt que d'appliquer, comme font la plupart des marques, un après déperlant qui va repousser l'eau, mais qui va partir au bout de quelques lavages en machine à laver, en fait, là, Nextech, ils ont un secret industriel, où ils vont encapsuler chaque fibre du tissu par une gaine en silicone. Donc cette gaine en silicone sur chaque fibre, elle va empêcher l'eau de rentrer par capillarité dans le vêtement, tout en laissant suffisamment d'espace entre les fibres pour que l'air circule bien. Et c'est comme ça que tu as un bon équilibre entre respirabilité et on va dire imperméabilité décente face à une petite averse. Tu peux trouver quelques vestes level 5 sur eBay que faisait Patagonia dans leur ligne militaire. Oui, parce que Patagonia a fait des vêtements militaires, c'est leur ligne Mars d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile à trouver et c'est des vestes qui coûtent de plus en plus cher, qui sont de plus en plus cotées. Honnêtement, je serais pas contre l'utiliser un jour pour bonne gueule, ce traitement épique, mais j'ai l'impression que Nextech, ils sont pas vraiment en recherche de clients dits civils. Leur site internet est très minimaliste et j'ai l'impression qu'en fait, ils vivent sur leur gros contrat avec l'armée américaine et que ça leur suffit amplement. Du côté de bonne gueule, les pièces qui équivaudraient à ce vêtement de la couche 5, eh ben, ce sont les pièces en ventile, parce que le ventile, c'est exactement ça. C'est une très bonne protection face au vent. C'est une très grande respirabilité et c'est une imperméabilité qui est tout à fait correcte face à des petites averses. Et pour avoir beaucoup porté notre veste en ventile au Pays Basque, qui est quand même un climat assez doux et humide, bah franchement, ça respire bien plus qu'avec une membrane. Enfin, moi, avec une membrane, ça aurait été un sauna direct, mais pas avec le ventile. C'est ça l'intérêt. C'est une matière que je trouve absolument merveilleuse et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour qu'on en fasse des casquettes ou des sneakers. Tu vois, bah, d'ailleurs, c'est celle-ci. C'est nos sneakers sans ventile. Et d'ailleurs, si tu as suivi toutes mes vidéos et si tu as lu tous mes articles, tu sais que le ventile est né aussi d'un besoin militaire à la base. Donc là aussi, ben, la boucle est bouclée. Donc c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi d'ailleurs, cet hiver, je n'ai porté que notre parka en ventile qu'on a fait en collab avec Kestine. Et vraiment, entre nous, j'aimerais beaucoup en faire une pièce pour femme un jour. Bon, et dès qu'on parle de ventile, je suis obligé de parler d'acronyme parce que c'est quand même l'acronyme qui m'a fait découvrir cette matière. Et j'ai enfin compris pourquoi il était si important pour l'acronyme, en plus de proposer une veste en Gore-Tex, la J1GT, de proposer une veste en ventile parce que ça fait tout à fait sens dans une garde-robe qui se veut très polyvalente face à la météo. Donc pour moi, le ventile, c'est vraiment le tissu qui colle le plus à cet usage niveau 5, on va dire. Et si je m'étais pas autant intéressé à l'odeur, je serais très certainement passé à côté de ce tissu qui est fantastique. Il n'y aurait jamais eu de vêtements en ventile chez Bonne Gueule. Alors du côté des marques à odeur civile, pour cet usage niveau 5, elles n'utilisent pas du tout de ventile. Parce que d'une part, c'est une matière très chère et c'est du 100% coton, donc les gens vont penser que c'est pas technique. Mais vraiment, ce vêtement qui remplit cet usage niveau 5, t'en as absolument partout. Hein. Chez n'importe quelle marque de randonnée un peu sérieuse, c'est une pièce qui existe. Souvent, les marques disent pas vraiment quel tissu elles utilisent, mais c'est souvent un espèce de tissu en nylon synthétique qui est assez costaud à l'extérieur, sans membrane, avec l'intérieur avec une légère fleece, avec une légère micropolaire qui double ce tissu-là pour le rendre encore plus confortable. Donc par exemple, chez Houdini, tu as la Daybreak Jacket. Chez Arc'teryx, c'est la Gamma MX. Et chez Millet, ce genre de veste, on a je crois une trentaine sur le site, donc c'est vraiment pas la pièce la plus difficile à trouver. Ensuite, on passe à la couche numéro 6. Bon ben là, c'est pas compliqué, cette couche de vêtements, elle sert à te protéger de la pluie. C'est la bonne vieille veste en Gore-Tex qui va être très utile quand il va pleuvoir des heures et des heures ou quand tu vas rester en statique et qui continue à pleuvoir encore et encore. Alors, en situation urbaine, où tu es censé ne pas être en activité physique très intense, où tu es censé ne pas porter de porte-plaques balistiques, où c'est effectivement important de ne pas arriver trempé dans ces rendez-vous, pour moi, l'usage d'une membrane imperméable et respirante fait totalement sens. Bon, en membrane, il y a le Gore-Tex, mais il n'y a pas que. Nous, on a travaillé avec du Sympatex, avec du Scholler, avec de l'Event, ou même avec Olmetex. Donc oui, chez Bonne Gueule, toutes les pièces qui ont une membrane imperméable et respirante, eh ben, ça correspond à des pièces de ce niveau 6. Donc des protections contre la pluie. Nous, on a sorti une veste en tissu Sympatex il y a quelques années. On a aussi sorti, par exemple, le Raincoat en tissu Scholler. Et même pour la fin du mois de mars 2021, ben on en sort une autre, mais là je te laisse la surprise. Et quand je vois toutes ces membranes avec lesquelles on travaillait, ben je suis vraiment très fier parce que des marques françaises urbaines qui en utilisent autant, ben moi je trouve que c'est pas très courant. Et donc maintenant, là on arrive au tout dernier niveau, le niveau 7. Bon là, cette couche de vêtements, elle est pas très compliquée à comprendre. Le but c'est d'avoir vraiment chaud quand tu es dans la neige, dans des températures négatives, que tu es en mouvement ou pas. Là, il faut vraiment te protéger du froid. Et c'est là où il faut envoyer les grosses épaisseurs de ClimaShield, au moins du 100 grammes, si c'est pas du 150 ou du 200 grammes par exemple. Point important, c'est une isolation qui doit être absolument en synthétique et surtout pas en duvet. Parce que comme j'ai dit, quand tu es militaire et que tu as une veste en duvet, une parka en duvet qui perd peu à peu son efficacité parce que ça fait des semaines
que tu galères dans un environnement humide, bah c'est vraiment pas cool du tout. Et puis bon aussi parce que bon, plumer des oies, c'est mal. Alors cela dit, ça n'a pas empêché Arc'teryx Livre de sortir une énorme parka, vraiment contre le froid extrême, qui coûte une fortune, qui coûte 2000 balles. Mais honnêtement, à part si t'es un gardien de prison en Sibérie qui bouge pas beaucoup, qui est pas beaucoup en mouvement, je comprends pas trop l'usage de ce vêtement. Bah d'ailleurs, si des militaires regardent cette vidéo, je serais curieux d'avoir votre avis. Autre point important, ce sont des vêtements qui doivent avoir une coupe assez ample, tout simplement parce que tu dois pouvoir les porter avec beaucoup de vêtements en dessous, beaucoup de layering si vraiment il fait très froid. Donc d'un point de vue urbain, c'est assez moche, mais d'un point de vue militaire, sur le terrain, ça fait totalement sens. Donc chez Bonne Gueule, il y a plusieurs équivalents, ça correspondrait à nos pièces les plus chaudes. Donc je pense notamment à notre parka Fuji où tu as 167 grammes de ClimaShield, à notre parka Storm ou même à notre blouson en laine de chameau qui est très chaud avec du Polartec Alpha dedans. Donc au final, vu qu'on a vu toutes les couches, les 7 couches de vêtements, bah, je peux le dire, les vêtements Bonne Gueule, c'est un système PCU qui dit pas son nom, c'est un système PCU un petit peu déguisé. Donc voilà le système dans sa globalité et tu te rends bien compte que ces 7 couches permettent un nombre de layering, donc de superposition de vêtements qui est vraiment très riche et qui peut s'adapter à plein de situations et qui va bien au-delà du basique 3 couches de randonnée quoi. Et pour accompagner chaque soldat américain, ben, tu as un petit PDF qui résume le PCU que je trouve très bien fait, qui résume chaque couche de manière très succincte en fonction de la respirabilité, de la rapidité de séchage, etc. Et tu as même un schéma qui te dit ce qu'il faut porter en fonction de la température et s'il pleut ou pas, ou si tu es en mouvement ou pas. Nous on a vu le PCU utilisé par l'armée américaine, mais tu as d'autres variantes. Je crois que l'armée canadienne ou l'armée norvégienne par exemple, elles ont 2-3 petits changements, notamment sur l'utilisation d'un base layer en résille, mais globalement le principe reste à peu près le même. Nous en France, tu vois, par exemple, moi j'aime bien celui de David Maniz, qui est un instructeur de survie français dont j'aime beaucoup les contenus, qui lui a un système qui repose sur 5 couches. Tu vois, c'est quand même assez proche, tu ne seras pas dépaysé entre tous les systèmes. Alors moi, je vais maintenant te parler de mon PCU à moi. On va commencer d'abord côté outdoor. Première couche, je suis pas très fan de la couche en mérinos parce que quand tu es en randonnée, j'aime bien quelque chose qui respire vraiment beaucoup, et sur lequel je peux me dire ben, la bretelle du sac ne va pas désintégrer la matière. Donc moi je m'orienterai plutôt vers un base layer en synthétique très respirant qui sèche vraiment très vite. Donc ça c'est pour la première couche. La deuxième couche, bon ben moi je suis un grand fan du Power Stretch, donc ça va jamais changer, et pour moi bon ben le bomber Bonne Gueule c'est vraiment celui que je prends. Troisième couche, moi j'aime beaucoup le High Loft de chez Polartec, qui est une espèce de polaire très aéré, qui je trouve qui gère très bien le truc. Ou sinon, je peux pas passer à côté du ClimaShield en 67 grammes parce que pareil, j'ai fait du ski de fond avec une veste en ClimaShield 67 grammes. Honnêtement, ça fait vraiment super bien le taf. Quatrième couche, je la mets en même temps que la cinquième couche parce que pour moi, bon, ben, je te l'ai dit, c'est le ventile qui remplace ce rôle-là de coupe-vent, respirant et un peu imperméable face à la pluie. Donc pour moi, c'est vraiment le tissu ultime pour moi, c'est le ventile. Sixième couche, contre la pluie, bon, ben, c'est le Gore-Tex. Ou sinon, j'aime beaucoup le Neo Shell de chez Polartec qui respire aussi pas mal du tout. Donc voilà, mais bon, ça c'est une... Tu vois, moi j'adore acronyme, donc mon truc à moi c'est le Gore-Tex. Septième couche, bah, pour moi c'est le ClimaShield, forcément qui te protège du froid, donc une bonne épaisseur. Voilà, donc ça c'est mon système de couche idéal pour de l'outdoor. Maintenant, mon PCU côté urbain. Bon, ben le t-shirt en mérinos, ça c'est indiscutable. Je porte d'ailleurs un t-shirt mérinos sous mon sweat. En niveau 2, je mettrais bien une petite surchemise en laine, tu vois. Ça j'aime beaucoup, je trouve que ça se porte vraiment très bien. Ou une bonne vieille chemise en denim mais un peu épaisse. Voilà, ça c'est mes goûts à moi. En deuxième couche aussi, il y a une pièce aussi pour moi que j'ai découvert vraiment cette année, où j'ai beaucoup porté de manière intensive, c'est le pull en cachemire. Le pull en cachemire, tu peux le porter, qui soit un petit peu fin, comme celui qu'on a sorti. Moi je le porte parfois même la peau avec une surchemise par-dessus, mais c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Donc pour moi, le pull en cachemire dit 4 saisons, il a complètement le rôle d'une deuxième couche également, du niveau 2. Donc en troisième couche, vu que je vois de plus en plus de polaires chez les marques japonaises un peu urbaines, je me laisserais bien tenter par là aussi de la polaire. Cela dit, la troisième couche, aussi en urbain, ben c'est tout simplement le rôle des mailles un petit peu épaisses. Nos cardigans colchal assez épais qui pèsent 1 kg, c'est typiquement un usage de troisième couche. Nos gros pulls, c'est un usage de troisième couche. En quatrième couche, donc la couche qui te protège du vent, là aussi, comme l'outdoor, je reste sur du ventile. Quatrième et cinquième couche, pour moi, c'est ventile, il ne faut pas chercher ailleurs. Et en sixième couche, sur donc la protection contre la pluie, là, l'important, c'est pas tant la membrane, parce que tu vois, tu as moins d'enjeux d'imperméabilité et de respirabilité qu'un militaire ou qu'un randonneur. Et par contre, ça va plutôt être vraiment le style qui est beaucoup plus important pour moi. Donc là, en matière, c'est un peu tout, du moment qu'il y ait vraiment une dimension style qui soit importante. Et en septième couche, bah là, c'est l'outerwear qui tient vraiment chaud. Bon, moi, mon grand kiff à moi, bah, tu le sais, c'est la laine de yak, que j'adore la couleur, j'adore la texture, elle est juste fabuleuse. Donc pour moi, c'est vraiment la laine de yak.
ou le bon gros drap de laine de chez Jules Tournier, fait en France, qu'on utilise aussi pour nos manteaux. Donc voilà tout ce que j'avais à dire autour du PCU, donc ce système qui m'a quand même pas mal nourri dans mes réflexions, moi qui me plaît beaucoup. Et tu vas te demander, oui, mais qu'en est-il au niveau du prix des vêtements, au niveau du côté RSE, ou c'est quoi les marques que j'aime? Et ça, on le verra dans un deuxième épisode. En attendant, si cette vidéo t'a beaucoup aidé et t'a inspiré pour toi aussi faire tes couches de vêtements, mets un pouce bleu, abonne-toi à notre newsletter, abonne-toi à notre chaîne, et moi je te dis à très bientôt. Salut!